Tout le monde m'entend bien. Bonjour à tous. Merci à tous ceux qui sont donc connectés aujourd'hui pour cette after work. Donc aujourd'hui, donc 26 mars, on va aborder avec nos intervenants ce soir donc la qualité du champagne. Donc les after work de la Cuverie, vous connaissez ce rendez-vous. L'idée c'est de se retrouver régulièrement sur une thématique liée à l'actualité de la filière champagne, donc en présentiel ou en distanciel, et de faire intervenir donc, des experts sur un sujet. Donc on a abordé cette année vraiment toutes sortes de sujets de la vigne au verre. Aujourd'hui, donc c'est sur la partie plutôt œnologie, RSE, et on abordera aussi la prochaine fois un peu plus la partie œnotourisme. Donc vraiment, on aborde des sujets très divers. Donc la cuverie, installez-vous, n'hésitez pas. La cuverie, c'est aussi... Est-ce que tout le monde m'entend par rapport aux personnes qui sont en ligne? Est-ce que je peux juste avoir une confirmation des personnes qui se sont peut-être connectées? On va juste m'assurer que, a priori, normalement, ça devrait fonctionner. Bon. En général, il y a toujours quelqu'un qui me répond. Je me sens un peu... Bon. Ah si, ça y est. Voilà, merci. Tout va bien. Donc ce soir, nous avons 3 intervenantes de grande qualité qui vont voilà, faire passer le message sur la partie donc, exigence qualité de la champagne et les différents points de vigilance. Et je viendrai en conclusion donc, pour clôturer. Et puis, premièrement, donc, la première intervention, Héloïse Mahé donc, intervient pour le comité Champagne, nouvelle responsable vigne et qualité. Vous représenterez. Ensuite, Margot Vansard de Champagne Bollinger interviendra également en tant que responsable qualité, le rôle dans cette grande marque prestigieuse, et puis également prestigieuse, le groupe TEVC, prévu avec Laurence Boulot, qui intervient aussi en tant que responsable qualité dans ce grand groupe coopératif. Donc, merci à tous. Donc, la cuverie, un assemblage de compétences. Nous, on accompagne un peu la qualité. On a le terre informatique, c'est les logiciels informatiques. Donc, par exemple, pour les pressoirs, on propose des logiciels de gestion. C'est la minute un petit peu, on va dire, publicité, mais l'idée de ces événements, c'est pas du tout de faire de la promotion de nos services, c'est surtout de promouvoir les bonnes pratiques. Et voilà, c'est pour ça que cette thématique me semblait intéressante, surtout cette année qu'on va voir, comme on va le voir ce soir, qui a été particulièrement, on va dire, compliquée par rapport à cette qualité. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Héloïse et je reviendrai donc pour la conclusion. Merci. Alors. Je dans le champ un peu de voilà. tout le monde. Alors, bonsoir à tous. Donc, Héloïse Mahé, je suis responsable du service qualité raisin vin au comité Champagne depuis le début de l'année. Et ce soir, je remplace au pied levé ma collègue Sylvie Collat. Merci d'ailleurs. Donc, voilà, vous me pardonnerez le côté peut-être un peu improvisé par moment. Alors, la présentation qu'on m'a demandé, enfin qu'on nous a avec Sylvie demandé de faire ce soir, c'est la maîtrise de la qualité des vins, quels sont les points clés. Alors, il y a énormément de choses à dire, hein, on pourrait y passer des semaines. On a un service intitulé qualité des raisins et des vins au comité Champagne, donc voilà, il y a de quoi dire. Donc, ce que je vais vous proposer là, en essayant de tenir sur une vingtaine de minutes, c'est vraiment une sélection un peu de quelques sujets autour de cette notion de maîtrise de la qualité. Et puis, si vous le souhaitez, on pourra aborder d'autres points ou des points plus spécifiques au millésime 2023 dans les questions, si vous le souhaitez.
Alors, la qualité, donc je vais dérouler vraiment d'une partie vraiment matière première à la partie vin, mais vraiment cette partie qualité sanitaire des raisins, elle est primordiale. Finalement, tout ce qu'on peut faire après en œnologie, en termes de maîtrise de la qualité des vins, ce n'est finalement que essayer de gérer tant bien que mal des choses qu'on a précédemment. Donc vraiment la partie qualité sanitaire des raisins, c'est quelque chose de primordial. Alors l'altération des raisins, donc on a vraiment une multitude d'altérations qui peuvent survenir et on l'a bien vu sur ce millésime 23. Donc ici en Champagne, c'est surtout oïdium et les pourritures grises et pourritures acides. Dans d'autres vignobles, on peut être aussi beaucoup touché par le mildiou, même s'il va avoir moins d'impact derrière d'un point de vue qualitatif. Alors ces altérations, elles vont se traduire par une perte d'intégrité des baies. Donc on va avoir des extractions accrues, potassium, calcium, qui par la suite peuvent entraîner des instabilités tartriques. Ça a aussi un impact au niveau composition des baies sur les polyphénols, avec une augmentation de l'oxydabilité des jus, et puis un effet qui peut avoir lieu aussi de teinte sur les vins, donc notamment sur nos cépages noirs. Ça entraîne aussi une oxydation poussée, donc on va avoir une baisse du taux de restitution du SO2 et des effets de combinaison, des casses et des arômes d'oxydation qui peuvent apparaître. Et puis surtout, le sujet de 2023, avec le développement de surinfections, en fait, oïdium et pourriture vont créer finalement des portes ouvertes à des moisissures et des champignons de surinfection. Et c'est notamment eux qui sont responsables des arômes de champignons frais et du risque ACF sur vin. Alors, on n'est pas complètement démunis sur la gestion de ces risques, de cette pression finalement phytosanitaire. Il n'y a pas que la protection phytosanitaire pour pouvoir gérer ça. Un petit focus là sur les feuillages précoces. On a montré qu'un effeuillage modéré et vraiment précoce, jusqu'au stade grain de pois uniquement, dans la zone des grappes et sur la face soleil levant, pouvait avoir une vraie efficacité pour limiter la dégradation des raisins. Donc à la fois une efficacité biologique, on évite en intervenant précocement qu'on ait un recouvrement avec les entrecœurs qui poussent par la suite. Et puis, voilà, c'est important d'intervenir à ce stade-là aussi pour le gérer entre les différents travaux de la vigne. Il n'y a pas d'impact si on réduit cette surface foliaire de manière modérée sur la maturation et le rendement, et pas d'impact non plus, on ne crée pas un risque d'échaudage si on travaille sur le côté soleil levant. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces deux graphiques-là, n'ayez pas peur, mais c'est simplement pour illustrer que sur cette zone des grappes, cet effeuillage précoce, il peut avoir une vraie efficacité au niveau de la sensibilité à la pourriture, parce qu'en fait, on va avoir une meilleure ventilation au niveau de cette zone des grappes, donc moins d'humidité, et puis plus chaud, plus rapidement sec, et puis une luminosité supérieure au niveau des grappes, et on sait que l'oïdium est très sensible aux UV. Alors, un petit focus ensuite, finalement, sur quels sont les outils qu'on a aujourd'hui à disposition pour piloter cette qualité. Un des outils qui est finalement les plus connus et qui est un vrai outil collectif, c'est les réseaux maturité au comité Champagne, donc qui sont en fait de différentes natures. Il y a un réseau historique qu'on appelle nous le réseau CIVC, qui est vraiment structurel, sur lequel on fait beaucoup de suivi, qui est constitué aujourd'hui d'un peu moins d'une trentaine de parcelles, et sur lequel, pendant 2-3 semaines, un peu plus parfois, on va collecter 2 fois par semaine une quinzaine de paramètres pour aller suivre la maturation du raisin.
Ensuite, le réseau qu'on appelle le réseau officiel, qui est lui composé de 624 parcelles, sur lequel on collecte 6 paramètres. Et puis enfin, depuis 2020-2021, donc c'est vraiment nouveau, ce réseau collaboratif où l'année dernière, il y a eu jusqu'à 1224 parcelles représentées et on collecte là aussi les 6 paramètres classiques. Donc, ce réseau collaboratif, il constitue ce qu'on appelle le portail Mathieu, alors que les 2 réseaux précédents, plus anciens, les données sont collectées sur l'application Mathieu. Ce réseau collaboratif, on voit bien qu'il est extrêmement intéressant parce qu'il permet vraiment de massifier les données qui sont collectées. Donc, d'avoir aussi une représentation au niveau du territoire, au niveau communal, au niveau même infracommunal, de ce qui se passe au niveau de la maturation et aussi au niveau de l'état sanitaire. Donc, c'est vraiment des réseaux précieux. Alors ensuite, quand on parle indicateur, donc là, je vous citais l'outil principal qui nous permet de collecter des indicateurs avant la cueillette et au moment de la cueillette. Et finalement, qu'est-ce qu'on a par la suite pour travailler et pour nous guider? Au stade raisin, on va avoir des outils d'imagerie ou de contrôle visuel. Les prélèvements sur raisin, on sait qu'ils sont rarement représentatifs de l'état sanitaire. Donc finalement, on n'a que nos yeux ou l'appui de l'imagerie et de l'intelligence artificielle pour venir caractériser l'état des caisses. Ensuite, au stade mou, on va avoir différents marqueurs analytiques. On a toujours la dégustation, bien sûr, et puis l'outil des bandelettes immunologiques, notamment sur botrytis, qui ont été développées et qui permettent de détecter, de quantifier une intensité d'attaque par botrytis avec une bonne spécificité. Et quand on est au stade 20, bien évidemment la dégustation, les bandelettes immunologiques que je mentionnais, elles sont toujours utilisables. Et puis, on cherche à développer des marqueurs analytiques du risque, pas du risque, mais des ACF plutôt, pour pouvoir caractériser ce défaut-là et venir vraiment en renfort de la dégustation, puisqu'on sait que c'est un défaut qui va avoir tendance à apparaître et disparaître. Donc, c'est important de pouvoir avoir de l'analyse. J'indique en dessous que plus on est tôt dans le process, plus on va avoir besoin d'avoir des indicateurs extrêmement rapides parce qu'on a besoin d'avoir une réactivité très importante. Quand on a des jus qui arrivent en cuverie, on a besoin de les orienter extrêmement rapidement pendant les vendanges. Donc, il faut vraiment des indicateurs très rapides, quitte à faire des concessions sur la précision de l'analyse. C'est moins le cas plus tard. Mais ça, sur les indicateurs en début de chaîne, c'est vraiment très important. Alors, un petit focus justement sur l'imagerie au service de l'œil humain pour la caractérisation des caisses. Alors, il y a aujourd'hui plusieurs projets qui développent ce type de solution. Là, c'est l'exemple du projet Calivia qui est piloté par le comité Champagne. Donc, le principe est simple. On prend une image de nos caisses. On apprend à la machine à reconnaître qu'est-ce qui est un pixel ou une partie de l'image caractéristique d'un raisin sain, qu'est-ce qui est caractéristique d'un raisin oïdier, qu'est-ce qui est caractéristique d'un raisin pourri. Et on forme comme ça la machine à reconnaître automatiquement l'ensemble de l'image. Et c'est une fois cette image bien caractérisée finalement qu'on va avoir un indice représentatif de l'état sanitaire de la caisse. Donc, ce n'est pas un outil ultime, comme beaucoup d'indicateurs. On ne voit que le dessus de la caisse, on ne voit que le dessus de la palette, même éventuellement. Mais ça permet d'avoir un indicateur et puis surtout d'objectiver un jugement qui peut être fait simplement à l'œil. Voilà, au moins on sort avec un chiffre et en une dizaine de secondes aujourd'hui sur le développement de cet outil. Alors, les marqueurs analytiques sur mou, ensuite, on dispose de plusieurs aujourd'hui. Alors, le glycérol, qui est très spécifique de Botrytis cinerea, de la pourriture grise. Donc, quand on le mesure, on peut vraiment quantifier un impact de cette pourriture grise. Problème, une fois qu'on a des débuts de fermentation, on ne peut plus du tout l'utiliser puisque les levures ont tendance à en produire aussi. Donc voilà, une fois que la fermentation est lancée, cet indicateur, on ne peut plus du tout s'y fier.
On a ensuite, si je repasse au bas de l'image, là, l'acide acétique, qui, comme son nom l'indique, est assez spécifique des développements de pourriture acide. Et puis l'acide gluconique, qui est très couramment analysé aujourd'hui, qui est bien corrélé aux quantités d'acide acétique, moins à la partie glycérol, qui n'est pas spécifique, hein, qui donne plutôt un état de dégradation globale de la matière première. Alors, il faut savoir que quand on a des niveaux d'acide acétique importants, il faut prendre les niveaux d'acide gluconique avec méfiance. On peut difficilement l'interpréter parce qu'il a tendance à beaucoup monter. Donc, voilà, c'est plus très corrélé à la présence de pourriture grise dans ce cas-là. Alors, si je passe côté fermentation ensuite, hein, sur les essentiels, les facteurs de réussite de cette fermentation, ça va être bien évidemment la composition du mou, la température à laquelle se déroule cette fermentation, et puis l'implantation des levures. Alors, sur la partie mou, on sait que le niveau de turbidité est extrêmement important. C'est pour ça que quand on gère les débourbages, c'est un élément qu'on suit avec attention pour s'assurer de la performance de la fermentation derrière. Si on a une turbidité trop importante, on va avoir tendance à avoir des arômes de réduction. À l'inverse, si c'est trop faible, en fait, on prive les levures de leur nutrition, et là, on va avoir des fermentations qui vont être languissantes, qui vont avoir beaucoup de mal à se faire. Azote assimilable, ensuite, là, pareil, hein, l'idée, c'est toujours de pouvoir fournir aux levures en charge de la fermentation alcoolique suffisamment de nutriments. Donc, voilà, on a différents seuils, hein, de vigilance qui permettent d'indiquer s'il y a besoin d'une complémentation ou pas. Là encore, pour éviter qu'on ait une fermentation languissante. Le moment d'apport de cette complémentation azotée est aussi important pour éviter qu'on crée des fins d'azote finalement et des effets de réduction liés à cette complémentation. Et puis la composition en SO2 du mou, hein, on sait que si elle est trop faible, on risque d'avoir un développement de micro-organismes indésirables. À l'inverse, si c'est trop élevé, évidemment, on freine les micro-organismes-là désirables qui sont en charge de la fermentation. Et donc, ça risque aussi d'être compliqué pour le bon déroulement de cette fermentation. Côté température, là aussi, hein, si on a une température trop basse pour la fermentation, ça n'aide pas les micro-organismes à travailler. Et inversement, si elle est trop élevée ou si la température pendant la fermentation s'emballe dans la cuve, on peut avoir une diminution des arômes fruités, l'apparition d'arômes désagréables, voire même, dans des cas extrêmes, des risques d'arrêt de fermentation. Au niveau implantation des levures, ça, c'est des ratios conseillés finalement sur comment est-ce que je peux être sûre que la levure que je souhaite apporter à mon mou, pour que ce soit elle qui réalise la fermentation, s'implante bien. Voilà, généralement, il faut vraiment vérifier ce rapport population levurienne apportée par rapport à la population levurienne indigène. Donc, c'est des choses qu'on peut mesurer et vérifier pour pouvoir les implanter dans les bonnes conditions. Donc, un des facteurs, ça va être déjà dans les cas où on a des vendanges extrêmement chargées en population levurienne, de diminuer cette population initiale pour garantir aux souches qu'on veut implanter leur bon développement, donc par le débourbage, par le sulfitage, par un lancement de la fermentation rapide. Côté prise de mousse, hein, je vais très vite sur le process, là il se passe des mois et des années, mais on y va. L'idée, c'est aussi de pouvoir surveiller les conditions qui sont favorables au déroulement de cette seconde fermentation en bouteille. Donc là, notre levain, il est quand même lancé pour cette fermentation dans des conditions pas très favorables, hein. On a déjà des niveaux d'alcool importants, des niveaux de SO2 aussi.
Donc, il est important de pouvoir l'acclimater au milieu pour garantir sa bonne multiplication. Et puis de vérifier aussi la présence dans la miction, plutôt l'absence de composés entre guillemets trop toxiques en trop grande quantité. Maîtrise de l'oxygène, extrêmement important aussi pour la partie qualité là des vins et surtout durabilité dans le temps. Donc là, on a vraiment un ensemble de bonnes pratiques pour gérer l'oxygène sur mou, qui sont vraiment aussi des questions de bon sens pour le vinificateur. On adapte les doses de SO2 au volume écoulé. On cherche à limiter l'apport en oxygène. On remplit les contenants par le bas. On évite des turbulences trop importantes. Pendant les transports en citerne, on remplit les compartiments, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment pour vous illustrer, avec un même remplissage, si on passe par le haut de la cuve ou par la vanne en bas de la cuve, on ne va pas avoir du tout le même apport en oxygène. Et puis dans le cas du transport, ça c'est des choses qu'on a bien mesurées aussi. Je ne vous montre pas là les graphes, mais en fonction d'un jus qui va être ou d'un vin même d'ailleurs, qui va être dans un compartiment plein ou pas d'une citerne, en fonction même, c'est des choses qu'on a suivies dans le temps, on voit les ronds-points, on voit un peu tout au moment de ce suivi-là pour la prise d'oxygène. Choix des capsules aussi, c'est un élément important. Alors, on sait au niveau de la bouteille qu'on a en fait un équilibre permanent des pressions partielles. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une pression de CO2 importante dans la bouteille que l'oxygène ne peut pas entrer. C'est deux gaz différents, donc ils ont leur flux différent au travers de la capsule. Donc ça, c'est aussi un choix œnologique important. De la capsule, de sa perméabilité, de sa technicité, pour pouvoir limiter ou au contraire accélérer les prises d'oxygène. Et côté hygiène, là, et micro-organismes, alors on a tout un tas une flore énorme qui est en capacité de bonifier et de dégrader la qualité du vin. Donc, bien sûr, les levures d'altération, donc Enseniaspora, Brettanomyces, qui est très bien connu dans beaucoup de vignobles, notamment pour sa production d'arômes à odeur de cheval ou d'écurie, notamment dans les vins rouges. C'est en tout cas là qu'elle est la plus connue. Les bactéries acétiques et puis les bactéries lactiques qui peuvent aussi avoir des développements indésirables et créer des arômes non souhaités. Alors, comment on travaille pour limiter ces populations indésirables? Assez classiquement, finalement. Donc là, c'est mettre en place vraiment en cuverie, au chai, des protocoles d'hygiène assez classiques. Donc l'idée, c'est vraiment de nettoyer l'ensemble des contenants vinaires ou des pompes, etc. Enfin, tout ce qu'on utilise pour éliminer les souillures, finalement tout ce à quoi est susceptible de s'accrocher et de se développer les micro-organismes. On sait que ce n'est pas toujours suffisant. Il y a des micro-organismes, Brettanomyces en est capable d'ailleurs de créer des biofilms extrêmement résistants. On désinfecte. L'idée là, c'est de réduire la population de micro-organismes et puis on rince les contenants. Donc ça, c'est un peu le mémo, la méthode TACT, avec on agit par la température, donc notamment en utilisant de l'eau chaude ou de la vapeur pour le nettoyage. On apporte une action mécanique, une action chimique, et puis on laisse un temps de contact le cas échéant. Donc, en vendange, c'est vraiment un ensemble de bons réflexes à mettre en place, tout particulièrement dans le cas des vendanges altérées, parce qu'on sait qu'il y a vraiment un effet de contamination croisée entre
entre des lots qui peuvent être très dégradés et d'autres qui ne le sont pas ou qui le sont moins. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cette traçabilité finalement du nettoyage. Donc, rinçage systématique entre deux utilisations. Et encore plus, voilà, si on a des temps d'arrêt, voilà, c'est important de prendre soin du matériel. Bien sûr, tout en assurant une maîtrise des consommations d'eau, donc en s'équipant de matériel qui permettent de limiter ça. Et voilà, ben, j'en ai terminé là. Donc j'ai fait vraiment très rapide. L'idée était d'un peu survoler l'ensemble du process et les points clés, mais on pourra revenir dans les questions, si vous le souhaitez, plus spécifiquement sur 2023. Est-ce qu'il y a des questions Ah oui, dans le chat. Dans le chat, je vais juste ouvrir, vérifier s'il n'y a pas de questions sur... non, ça va, tout va bien, a priori. Sur 2024, enfin sur 2023, oui. Qu'est-ce qu'on peut peut-être, en 2 mots... redire depuis... ouais, effectivement. Alors, ce qui a été très marquant en 2023, c'est que on avait une quantité de raisins dans les vignes extrêmement importante. Donc, finalement, on est parti en congé là, en se disant bon bah c'est super, on va avoir une vendange excellente. Et finalement, en fait, on avait déjà des foyers de pourriture qui se développaient. Et c'est ça, finalement, qui a ouvert la porte aux moisissures de surinfection qui entraînent ensuite les ACF. Et puis, la météorologie août et septembre qu'on a eu, avec à la fois très humide au mois d'août et puis extrêmement chaud au mois de septembre, c'était génial pour le développement de ces micro-organismes d'altération. Donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec une vendange très compliquée à gérer, qui en plus a été ramassée très vite. Donc, au niveau de la gestion qu'on pouvait avoir des mares, des lots en jus, etc., c'était très compliqué. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'aujourd'hui, notamment sur mou et sur raisin et sur mou, pardon, on cherche vraiment à avoir des indicateurs qui soient le plus rapide possible et plus facile à mettre en œuvre pour que vous puissiez voilà, orienter le plus rapidement possible à ces stades de la vendange. Donc voilà, particularité de 2023, c'était ça, et avec souvent des contaminations, notamment pourriture acide, qui étaient au cœur de la grappe. Et donc, voilà, des témoignages de dire, finalement, ma vendange, visuellement, elle n'était pas si dégradée que ça. Et en fait, quand je regardais ensuite mes paramètres, acide gluconique, glycérol, en fait, j'avais vraiment une vendange qui présentait pas bien. Voilà, donc, c'était vraiment la difficulté de cette année. En espérant que l'année prochaine, cette année, ce sera beaucoup plus sain. Merci beaucoup. Merci. Faut-il adapter la perméabilité des capsules de tirage au cépage? C'est une excellente question. À laquelle je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, honnêtement. Je vous la note et on pourra revenir vers vous. Plus qu'au cépage, c'est vraiment, je dirais, au type de vin que vous voulez faire. Est-ce qu'il va rester longtemps sur l'âtre? Est-ce que vous allez le dégorger ensuite rapidement et le mettre en commercialisation ou pas? Donc, c'est vraiment, je dirais, un choix là d'itinéraire technique plus que de préconisation classique par rapport au cépage ou par rapport à votre assemblage. Je viendrai vers vous si mes collègues ont plus de précision là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Héloïse.